Napoléon n'a jamais crié. Il a conquis en silence et c'est ce silence qu'on lui a fait payer. Le monde célèbre les hommes qui bâtissent des empires, mais punit ceux qui osent exister pleinement. Regardez autour de vous. Voyez-vous ces hommes qui marchent, la tête haute mais l'âme en lambeaux? Ils sont partout. Comme Napoléon, ils portent un masque qui ne protège pas. Il étouffe. La vérité que personne n'ose prononcer est simple. Plus un homme s'élève, plus on exige qu'il souffre seul. Sa douleur devient indécente, son désarroi une faiblesse impardonnable. On lui demande d'être montagne et tempête à la fois, mais jamais homme. Jamais simplement humain. Napoléon le savait. À Sainte-Hélène, déchu et abandonné, il écrivait ses mémoires d'une main tremblante non de peur, mais de cette rage froide que connaissent les hommes trahis par leur propre grandeur. Il avait compris trop tard. Ce n'est pas la défaite qui détruit un homme, c'est l'impossibilité d'exprimer ce qu'elle lui fait ressentir. Un empereur ne pleure pas. Combien de fois a-t-il entendu cette phrase? Combien de fois l'avez-vous entendue sous d'autres formes? Un homme ne montre pas sa faiblesse. Ressaisis-toi. Ne sois pas si sensible. Le paradoxe masculin que Napoléon incarnait est toujours vivant. On exige des hommes qu'ils soient assez forts pour porter le monde, mais on leur refuse le droit d'admettre que le monde est lourd. La société moderne prétend avoir évolué. Mensonge. Elle demande simplement aux hommes de dissimuler leur souffrance avec plus d'habileté. De nouvelles cages, dorées peut-être, mais des cages tout de même. L'homme d'aujourd'hui doit être vulnérable, mais pas trop. Sensible, mais pas faible. Authentique, mais pas dérangeant. Être lucide, c'est être puni. Il l'a appris seul, comme toi. Savez-vous ce que Napoléon a confié à son médecin quelques jours avant sa mort? J'ai conquis des nations entières, mais je n'ai jamais pu conquérir le droit d'être un homme qui souffre à voix haute. Ces mots, qu'on a tenté d'effacer de l'histoire, résonnent encore dans le silence de millions d'hommes. Ce silence a un prix. Il se paie en nuits blanches, en relations brisées, en addictions cachées, en colères inexpliquées. Il se paie en vies écourtées. Les statistiques sur le suicide masculin ne sont pas des chiffres abstraits. Elles sont le témoignage muet de ce que coûte cette vérité interdite. Quand un homme tombe aujourd'hui, qui entend le bruit de sa chute? Qui s'arrête pour demander ce qui se passe réellement derrière son ça va quotidien? Qui ose briser ce pacte tacite où la douleur masculine doit rester invisible? L'absurdité de cette condition saute aux yeux. On célèbre l'homme pour sa force, puis on l'isole précisément à cause de cette force. On lui dit « Sois puissant », mais ne montre jamais ce que cette puissance te coûte. Napoléon a compris, trop tard, que sa vraie prison n'était pas Sainte-Hélène. Sa vraie prison, c'était l'impossibilité de dire « Je souffre, j'ai besoin qu'on m'écoute ». Combien d'hommes vivent dans cette même prison aujourd'hui? Le monde moderne prétend valoriser l'authenticité, mais punit celui qui est authentiquement en souffrance. Il demande aux hommes d'être présents pour tous, mais les laisse seuls face à leurs propres abîmes. Il exige qu'ils soient à la fois rochers et hauts, inflexibles et adaptables, tout en leur refusant le droit fondamental de simplement dire « Je n'en peux plus ». Napoléon, cet homme qui a redéfini le pouvoir, est mort seul. Non pas parce qu'il était sur une île isolée, mais parce que sa grandeur même avait créé autour de lui un vide émotionnel que personne n'osait combler. Comme si approcher la douleur d'un grand homme était un sacrilège. Aujourd'hui, cette dynamique se perpétue. L'homme qui réussit se retrouve paradoxalement plus isolé. Sa réussite devient une barrière invisible qui décourage les autres de lui tendre la main. « Tu es fort, tu n'as pas besoin d'aide », dit-on sans le dire. Et ainsi le cercle vicieux se perpétue. Le silence des hommes n'est pas un choix, c'est une sentence, une condamnation à porter seul ce que d'autres pourraient t'aider à porter. Ensemble, une obligation de transformer la douleur en carburant, sans jamais avoir le droit de nommer cette douleur. Napoléon a tenté de nous avertir. Dans ses écrits les plus intimes, ceux qu'on lit rarement, il parle de cette solitude fondamentale de l'homme qui doit prétendre que tout va bien, même quand tout s'écroule. Il parle de ce masque qui finit par adhérer au visage, jusqu'à ce qu'on ne sache plus qui on est vraiment. Cette vérité est-elle si terrifiante qu'il faille continuer à la taire? Cette vérité que les hommes comme Napoléon ont payé de leur équilibre mental, de leur joie de vivre, parfois même de leur vie. Le monde n'est pas prêt à entendre que les hommes forts ne sont pas des montagnes immuables, mais des êtres
Humains qui ont appris à transformer leur vulnérabilité en armure. Des êtres qui souffrent en silence, non par choix, mais parce qu'on leur a appris que leur valeur dépend de leur capacité à endurer sans broncher. Si vous êtes un homme qui regarde cette vidéo, sachez que votre silence a été entendu. Si vous êtes une femme, demandez-vous combien d'hommes dans votre vie portent ce fardeau sans jamais pouvoir le nommer. Ce que Napoléon n'a pas pu dire de son vivant, nous allons le dire maintenant. Ce silence n'est pas de la force, c'est une prison. Et il est temps d'en briser les murs. Si ces mots résonnent en vous comme une vérité trop longtemps tue, laissez un j'aime à cette vidéo, non pas pour l'algorithme, mais comme un signal silencieux à tous ceux qui, comme vous, ont porté ce masque trop longtemps. Et préparez-vous à découvrir dans la suite comment la solitude de Napoléon révèle le piège dans lequel les hommes puissants tombent encore aujourd'hui. C'était le 17 octobre 1815. La mer s'écrasait contre les falaises de Sainte-Hélène avec une violence qui semblait répondre à la tempête intérieure de l'homme qui venait d'y arriver. Napoléon Bonaparte, celui qui avait fait trembler l'Europe entière, se tenait debout face à l'océan, seul, vraiment seul, pour la première fois depuis des décennies. La chute n'était pas seulement politique, elle était existentielle. Il avait 46 ans, l'âge où certains hommes commencent à peine à comprendre qui ils sont. Lui avait déjà vécu plusieurs vies. Général victorieux, empereur, législateur, mari, père, et maintenant, prisonnier, sur une île perdue au milieu de l'Atlantique. Une île qui allait devenir son tombeau. Ce que l'histoire ne raconte pas, c'est ce qui se passait dans l'esprit de cet homme lors de ses premiers jours d'exil. Les livres mentionnent ses tentatives d'améliorer son logement, ses disputes avec le gouverneur Hudson Lowe, ses dictées de mémoire, mais ils taisent l'essentiel, la déchirure intime d'un homme qui, pour la première fois, n'avait plus à jouer le rôle de Napoléon. Le masque tombe, l'homme reste, et le héros s'évanouit. Cette phrase qu'il aurait prononcée à mi-voix, en contemplant l'horizon impitoyable de Sainte-Hélène, résume l'abîme qui s'ouvrait devant lui. Pendant 20 ans, il avait été l'incarnation de la volonté triomphante, le symbole vivant du mérite qui écrase les privilèges de naissance, l'homme qui ne dormait que 4 heures par nuit pour avoir le temps de façonner le monde selon sa vision. Et maintenant, le temps s'étirait, vide et sans objet. Ce que les historiens omettent souvent, c'est la profondeur de la trahison qu'il a ressentie. Non pas seulement celle de ses maréchaux ou de ses alliés politiques, mais une trahison plus fondamentale, celle du pacte tacite qu'il avait passé avec lui-même et avec le monde. Le pacte qui disait « Si je donne tout, si je me sacrifie entièrement à ma mission, alors je serai reconnu, alors je serai aimé. » Ce pacte était brisé, et avec lui, quelque chose dans l'homme s'était brisé aussi. Les témoins de l'époque rapportent un détail révélateur. Pendant les premiers mois de son exil, Napoléon refusait de se déshabiller pour dormir. Il s'allongeait tout habillé, parfois même avec ses bottes, comme s'il craignait que l'abandon au sommeil ne soit une forme de reddition supplémentaire. Comme si, en quittant l'uniforme, il risquait de perdre les derniers lambeaux de son identité. L'ironie cruelle de son destin se révélait pleinement. Lui qui avait commandé à des centaines de milliers d'hommes se retrouvait incapable de commander à son propre désespoir. Le 18 novembre 1815, un mois après son arrivée, se produisit un incident que peu de biographes mentionnent. Ce jour-là, alors que Napoléon dictait ses mémoires à son fidèle Las Cases, il s'interrompit brusquement, au milieu d'un récit de la bataille d'Austerlitz. Las Cases attendit, crayon en main, le silence s'éternisa. Puis, d'une voix que le secrétaire décrivit plus tard comme étrangement altérée, l'empereur déchu demanda « À quoi bon raconter ses victoires maintenant ? Qui s'en soucie encore ?» Las Cases, désemparé, tenta de le rassurer sur l'importance de son témoignage pour l'histoire. Napoléon eut alors un rire bref, sans joie. « L'histoire, elle dira ce que je lui ai fait dire pendant 15 ans. Pourquoi ? Changerait-il maintenant ?» Il ne reprit pas la dictée ce jour-là. Au lieu de cela, il s'enferma dans sa chambre pendant près de 36 heures, refusant toute nourriture. Quand il réapparut enfin, son visage portait les traces de ce que Las Cases appela pudiquement une grande agitation intérieure. Ses yeux étaient rouges. L'homme de marbre avait pleuré. Cette faille, cette brèche dans l'armure du géant, nous révèle une vérité fondamentale. La grandeur exige un prix que même les plus forts peinent à payer. Ce prix n'est pas seulement celui des sacrifices,
visible, le confort, la famille, parfois même l'éthique. C'est un tribut plus intime, l'obligation de nier sa propre vulnérabilité jusqu'à ne plus la reconnaître quand elle nous submerge enfin. Il ne suffisait pas de gagner. Il fallait encore être seul pour mériter sa propre légende. Cette solitude, Napoléon l'avait cultivée comme un art. Même au fait de sa puissance, même entouré de sa cour, de ses généraux et de sa garde, il maintenait cette distance nécessaire à l'exercice du pouvoir absolu. Un empereur n'a pas d'amis, disait-il souvent. Ce n'était pas de l'arrogance, mais une lucidité douloureuse sur la condition du pouvoir. À Sainte-Hélène, cette solitude choisie se transformait en isolement imposé. La différence était abyssale. Le docteur Barry O'Meara, médecin irlandais qui le suivit pendant les premières années de sa captivité, nota dans son journal médical un symptôme révélateur. Napoléon, qui avait toujours eu un sommeil, léger mais suffisant, commença à souffrir d'insomnie sévère. Il se réveillait en sursaut, parfois en criant des ordres à des armées fantômes. D'autres fois, il murmurait des noms. Joséphine, Marie-Louise, son fils le roi de Rome, O'Meara. Rapporte également que l'empereur, qui avait toujours été pudique sur ses émotions, se mit à parler avec une franchise désarmante de ses regrets. Non pas de ses décisions militaires ou politiques, sur ce terrain il restait inflexible, convaincu de sa vision, mais des coups humains, des sacrifices personnels. « Savez-vous, docteur, ce qui est le plus difficile à supporter ?» lui demanda-t-il. « Qu'un jour de janvier 1817. Ce n'est pas d'être ici sur ce rocher maudit, c'est de réaliser que j'ai peut-être sacrifié ma capacité même à ressentir. J'ai tellement refoulé mes propres besoins que je ne suis plus certain de savoir qui je suis quand je ne suis pas en train de gouverner ou de combattre. » Cette confession, O'Meara la consigna dans son carnet personnel, mais la censura dans son rapport officiel. Elle était trop révélatrice, trop humaine pour l'image du titan déchu que tous, partisans comme adversaires, voulaient préserver. Et c'est là que réside peut-être la plus grande tragédie de Napoléon. Même dans sa chute, il n'avait pas le droit d'être simplement un homme brisé. Le monde exigeait qu'il reste un symbole, de grandeur pour certains, de tyrannie pour d'autres, mais jamais un être humain confronté à l'échec et au deuil de ses rêves. Sur l'île, ses compagnons d'exil, Bertrand, Montholon, Lascazes, maintenaient autour de lui un semblant de cour. Ils l'appelaient toujours Sire ou Votre Majesté. Ce protocole, censé préserver sa dignité, contribuait en réalité à perpétuer sa prison intérieure. Comment exprimer ses doutes, ses peurs, son désespoir, quand tous vous traitent encore comme un demi-dieu? Un incident particulier illustre cette prison dorée. En avril 1816, après une violente dispute avec le gouverneur Hudson Lowe sur les restrictions imposées à sa vie quotidienne, Napoléon retourna dans ses appartements dans un état de rage froide. Seul avec son valet de chambre Marchand, il saisit soudain un buste en marbre qui le représentait et le fracassa contre le sol. Puis, contemplant les débris, il murmura « Voilà ce qu'ils ont fait de moi. » Marchand, effrayé par ce geste inhabituel de violence, proposa de nettoyer immédiatement et de faire disparaître toute trace de l'incident. « Non, » répondit Napoléon, « laissez-le ainsi pour cette nuit. Je veux voir à quoi ressemble un empereur, en morceaux. » Le lendemain matin, cependant, il ordonna que les fragments soient soigneusement ramassés et cachés. L'homme pouvait se permettre un moment de vérité dans l'intimité. Le symbole devait rester intact aux yeux du monde. Cette dualité déchirante entre l'homme et le mythe, entre l'être qui souffre et l'icône qui doit transcender la souffrance, n'était pas nouvelle pour lui. Toute sa vie, il avait cultivé cette division comme une nécessité stratégique. À Austerlitz, blessé et fiévreux, il était resté impassible devant ses troupes. Après la désastreuse retraite de Russie, il avait rédigé le 29e bulletin qui reconnaissait l'échec, tout en préservant l'image du chef inébranlable. Mais à Sainte-Hélène, cette dualité devenait une torture. Pour qui jouait encore le rôle? De l'empereur. Pour les quelques fidèles qui l'entouraient? Pour les geôliers britanniques qui espéraient secrètement le voir s'effondrer? Pour l'histoire qui, il le savait, serait écrite par ses vainqueurs? La réponse était à la fois simple et déchirante. Il jouait ce rôle pour lui-même, parce que sans lui, il ne savait plus qui il était. En juin 1816, lors d'une de ses promenades à cheval, l'un des rares plaisirs qu'on lui laissait encore,
Napoléon s'arrêta au bord d'une falaise. Pendant de longues minutes, il contempla l'océan qui s'étendait à l'infini. Son compagnon ce jour-là, le général Bertrand, resta en retrait, respectant son silence. Plus tard, Bertrand écrivit dans son journal « Je n'ai jamais vu l'empereur aussi immobile, aussi absorbé. Son visage reflétait une lutte intérieure d'une intensité que je ne lui avais jamais connue, même à la veille des batailles les plus décisives. » Quand Napoléon se retourna enfin, Bertrand fut frappé par l'expression de ses yeux. Comme si, écrivit-il, il avait contemplé un abîme et y avait reconnu quelque chose de lui-même. Le soir même, pour la première fois depuis le début de son exil, Napoléon parla longuement de Joséphine, sa première épouse, décédée en 1814. Non pas de l'impératrice, mais de la femme, de leur première rencontre, de leur complicité, de la douleur du divorce politique qu'il lui avait imposé. « J'ai conquis des royaumes », confia-t-il à Bertrand, « mais je n'ai pas su préserver le seul territoire qui comptait vraiment, celui du cœur. » Cette lucidité tardive souligne la tragédie centrale de sa vie. Pour devenir Napoléon, il avait dû sacrifier Bonaparte. Pour incarner la grandeur, il avait dû renoncer à l'authenticité de ses émotions, à la vérité de ses besoins humains fondamentaux. Ce sacrifice, tous les hommes qui aspirent à laisser leur marque le connaissent, à des degrés divers. La différence d'échelle ne change pas la nature du dilemme. Plus on s'élève, plus on doit abandonner de son humanité pour maintenir cette élévation. Dans les derniers mois de sa vie, alors que le cancer qui le rongeait progressait, Napoléon semblait enfin faire la paix avec cette contradiction fondamentale. Le 17 mars 1821, 2 mois avant sa mort, il dicta à son secrétaire une réflexion qui ne figure dans aucune histoire officielle. « J'ai été trop grand pour être heureux, trop petit pour être Dieu. Suspendu entre deux mondes, j'ai fini par n'appartenir à aucun. » Cette phrase résume l'essence même de sa tragédie et celle de tous les hommes qui, à sa suite, ont confondu grandeur et dépassement de leur condition humaine. Si cette exploration de la solitude de Napoléon vous a fait réfléchir sur le prix de l'ambition, laissez un j'aime à cette vidéo. Dans la section suivante, nous verrons comment cette souffrance silencieuse de l'empereur fait écho à celle des hommes d'aujourd'hui, confrontés à des attentes contradictoires et à une solitude émotionnelle tout aussi dévastatrice. Ce que Napoléon a vécu à Sainte-Hélène, des millions d'hommes le vivent aujourd'hui, non pas sur une île lointaine, mais au cœur même de nos sociétés prétendument évoluées. La prison n'est plus de pierre, mais elle est tout aussi réelle, c'est celle des attentes contradictoires, du silence imposé, de la solitude émotionnelle. Regardons cette réalité en face. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans le monde occidental, les hommes se suicident 4 fois plus que les femmes. En France, c'est un homme toutes les 4 heures qui met fin à ses jours. Pourtant, ils sont 3 fois moins nombreux à consulter pour dépression. Non pas parce qu'ils souffrent moins, mais parce qu'ils ont appris, comme Napoléon, que leur souffrance doit rester invisible. L'homme absurde est celui qui ne change jamais. Cette maxime camusienne prend ici une dimension tragique, car l'absurdité de la condition masculine moderne réside précisément dans cette injonction à changer, à s'adapter aux nouvelles attentes sociales, tout en maintenant intacte la façade de force imperturbable héritée du passé. Observez l'homme contemporain. On lui demande d'être à la fois vulnérable et inébranlable, sensible mais stoïque, présent émotionnellement mais jamais submergé par ses émotions, capable de tout entendre mais silencieux sur ses propres blessures. Cette double contrainte n'est pas sans rappeler celle qui écartelait Napoléon, être assez humain pour inspirer l'amour, assez surhumain pour commander le respect. Aujourd'hui comme hier, cette équation est insoluble. Prenons un exemple concret, celui de Thomas, 43 ans, cadre supérieur dans une entreprise du CAC 40. De l'extérieur, sa vie semble parfaite, carrière brillante, famille aimante, reconnaissance sociale. Mais lorsque, après des mois d'insomnie et d'anxiété croissante, il ose enfin confier à son entourage qu'il se sent vide et dépassé, les réactions sont révélatrices. Sa femme s'inquiète surtout des conséquences pratiques. « Tu ne vas pas démissionner, n'est-ce pas ?» Ses amis lui proposent immédiatement des solutions, comme si son mal-être était un problème technique à résoudre et non une expérience humaine à traverser. Ses collègues prennent subtilement leur distance, comme si sa vulnérabilité était contagieuse. Son père lui rappelle qu'il a tout pour être heureux,
sous-entendant que sa souffrance est illégitime. Thomas fait alors ce que font la plupart des hommes. Il ravale sa douleur, affiche un sourire et retourne au combat. Comme Napoléon, rédigeant ses mémoires avec une sérénité feinte, il maintient les apparences. Le coût est immense mais invisible aux yeux des autres. Ce récit n'est pas anecdotique. Il est emblématique. Il révèle une vérité que notre époque refuse obstinément de regarder en face. L'homme moderne n'a pas plus le droit de souffrir ouvertement que ne l'avait l'empereur déchu. La différence cruciale est que Napoléon, lui, avait pleinement conscience de ce pacte faustien. L'homme contemporain, élevé dans l'illusion d'une libération émotionnelle, découvre avec stupeur que les anciennes règles s'appliquent toujours, simplement déguisées sous un vernis de modernité. Il existe aujourd'hui un terme pour désigner cette situation, la solitude émotionnelle masculine. Elle ne se définit pas par l'absence de relations, mais par l'impossibilité d'y exister pleinement, avec toutes ses failles et ses doutes. Les recherches en psychologie montrent que, passé 30 ans, la majorité des hommes n'ont plus aucune relation, où ils peuvent exprimer librement leur vulnérabilité, sans craindre d'être jugés ou dévalorisés. Ils entretiennent ce que les spécialistes appellent des amitiés côte à côte, centrées sur des activités partagées, plutôt que des amitiés face à face, fondées sur le partage émotionnel. Cette architecture relationnelle n'est pas un choix, mais le résultat d'un conditionnement implacable. Dès l'enfance, les garçons apprennent que l'expression de leur douleur suscite moins d'empathie que celle des filles. Des études comportementales montrent qu'un petit garçon qui pleure reçoit moins de réconfort qu'une petite fille dans la même situation. On lui dit plus rapidement de se ressaisir, de faire face, d'être un grand. À l'adolescence, cette leçon se renforce. L'expression émotionnelle devient synonyme de faiblesse, et la faiblesse est impitoyablement sanctionnée par le groupe. La vulnérabilité, qui devrait être le fondement même de la connexion humaine authentique, devient une menace pour l'identité masculine en construction. À l'âge adulte, le cercle se referme. L'homme a intériorisé si profondément cette injonction au silence qu'il ne reconnaît même plus sa propre souffrance. Il la traduit en colère, en cynisme, en détachement, en addiction. Autant de langages codés qui lui permettent d'exprimer indirectement ce qu'il ne peut nommer. Cette dynamique explique pourquoi tant d'hommes, comme Thomas, traversent des années de mal-être avant de chercher de l'aide, si tant est qu'ils en cherchent. Elle explique aussi pourquoi, lorsqu'ils atteignent enfin leur point de rupture, l'effondrement est souvent brutal et définitif. Napoléon lui-même illustre ce phénomène. Pendant des décennies, il avait maintenu une façade d'invulnérabilité, presque surhumaine. Puis, à Sainte-Hélène, privé des structures qui soutenaient cette façade, le pouvoir, l'action, la conquête, il s'est retrouvé confronté à une douleur émotionnelle qu'il n'avait jamais appris à gérer. Sa maladie finale, officiellement attribuée à un cancer de l'estomac, pourrait bien avoir été accélérée par cette incapacité à intégrer sa souffrance psychique. Les recherches modernes sur les liens entre stress chronique et immunité suggèrent que le corps paie souvent le prix du silence émotionnel imposé à l'esprit. Mais alors, que faire? Comment échapper à ce piège qui emprisonne les hommes dans une solitude que même les relations les plus intimes ne parviennent pas à briser? La réponse n'est pas dans un retour illusoire à une masculinité traditionnelle idéalisée, ni dans l'adhésion aveugle à de nouveaux modèles tout aussi contraignants. Elle se trouve dans une réévaluation fondamentale de notre rapport à la vulnérabilité, non pas comme une faiblesse à surmonter, mais comme la condition même de notre humanité partagée. Camus écrivait « Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été ». Cette phrase prend ici une résonance particulière, car l'invincibilité véritable ne réside pas dans l'absence de blessures ou de souffrances, mais dans la capacité à les traverser sans se perdre soi-même, et surtout sans avoir à les traverser seul. Considérons l'exemple de Marc, 37 ans, entrepreneur. Après l'échec de sa première entreprise, il s'est retrouvé non seulement ruiné financièrement, mais aussi profondément ébranlé dans son identité. Plutôt que de dissimuler cette expérience derrière le récit habituel de l'échec formateur, il a choisi de partager ouvertement sa traversée du désespoir avec un petit cercle d'amis proches. Au début, raconte-t-il, c'était terrifiant, j'avais l'impression de trahir tout ce qu'on m'avait appris sur ce que doit être un homme. Avouez que je me réveillais parfois en larmes, que je doutais de tout,
même de ma valeur en tant que personne. C'était comme me mettre nu en public. La réaction de son entourage l'a d'abord déstabilisé. Certains amis se sont effectivement éloignés, mal à l'aise face à cette vulnérabilité sans filtre. Mais d'autres, souvent les plus inattendus, se sont rapprochés. Plus encore, ils ont commencé à partager leur propre lutte, jusque-là, soigneusement dissimulée. J'ai réalisé, poursuit Marc, que ma vulnérabilité leur donnait la permission d'être vulnérables à leur tour. Comme si nous avions tous attendu que quelqu'un brise le premier ce pacte tacite de silence. Cette expérience illustre un paradoxe fondamental. Ce n'est pas la force factice qui inspire les autres, mais le courage authentique d'embrasser pleinement sa condition humaine avec toutes ses failles et ses incertitudes. Napoléon n'a jamais eu cette chance. Prisonnier de son propre mythe jusqu'à la fin, il est mort sans avoir pu réconcilier l'homme et l'empereur, la vulnérabilité et la grandeur. Sa tragédie personnelle résonne comme un avertissement pour tous les hommes tentés par ce même sacrifice. Mais cet avertissement n'est pas une condamnation à la répétition éternelle du même schéma. Contrairement à l'empereur déchu, l'homme contemporain a la possibilité de réécrire ce contrat social tacite qui l'enferme dans le silence. Cette réécriture commence par une prise de conscience simple mais révolutionnaire. La vulnérabilité n'est pas l'opposé de la force, elle en est le fondement même. C'est précisément parce que nous sommes vulnérables que nous pouvons faire preuve de courage. C'est parce que nous pouvons souffrir que nous pouvons aussi faire preuve de résilience. Les neurosciences confirment aujourd'hui ce que les philosophes, comme Camus, avaient intuitivement saisi. Notre capacité à ressentir pleinement nos émotions, y compris les plus douloureuses, est directement liée à notre capacité à prendre des décisions éclairées, à maintenir des relations authentiques et à donner un sens à notre existence. En d'autres termes, ce n'est pas en refoulant sa souffrance que l'homme devient plus fort ou plus efficace, c'est en apprenant à l'accueillir et à la traverser consciemment. Cette vérité contraste radicalement avec le modèle napoléonien de l'homme forteresse, impénétrable et autosuffisant. Elle nous invite à considérer la vulnérabilité non comme une brèche dans notre armure, mais comme la condition même de notre connexion aux autres et à nous-mêmes. Concrètement, cela signifie créer des espaces, physiques et émotionnels, où les hommes peuvent exprimer leurs souffrances sans honte et sans crainte d'être dévalorisés. Des espaces où la question « Comment vas-tu » attend une réponse honnête et non le traditionnel « ça va » automatique. Cela implique également de repenser fondamentalement notre conception de la force, non plus comme la capacité à ne rien ressentir ou à tout endurer en silence, mais comme l'aptitude à rester présent et engagé face à toute la gamme des expériences humaines, y compris les plus difficiles. Il ne s'agit pas d'une transformation facile. Des siècles de conditionnement ne s'effacent pas en un jour. L'homme qui ose briser ce silence se heurte souvent à des résistances puissantes, en lui-même d'abord, dans son entourage ensuite, dans la société enfin. Il risque d'être perçu comme trop émotif, instable, voire pas assez masculin. Des jugements qui révèlent à quel point notre vision de la masculinité reste étroitement liée à la capacité de supprimer plutôt que d'exprimer les émotions. Pourtant, les témoignages comme celui de Marc montrent qu'une autre voie est possible. Une voie où la vulnérabilité devient non pas une faiblesse à cacher, mais un pont vers une connexion authentique avec soi-même et avec les autres. Cette voie est exigeante. Elle demande du courage, non pas le courage théâtral du champ de bataille qui fascinait tant Napoléon, mais celui, plus subtil et peut-être plus difficile, de rester pleinement présent à sa propre expérience, même quand celle-ci est douloureuse ou effrayante. Elle demande aussi de la patience. Les schémas émotionnels profondément ancrés ne se transforment pas du jour au lendemain. L'homme qui entreprend ce voyage doit accepter les rechutes, les moments où le vieux réflexe du silence semble plus sûr que le risque de l'expression. Mais contrairement à Napoléon, qui a découvert trop tard les limites de son modèle d'existence, l'homme contemporain a encore le choix. Il peut continuer à perpétuer ce cycle de silence et d'isolement émotionnel qui conduit tant d'hommes au désespoir. Ou il peut choisir de briser ce cycle, un mot à la fois, une émotion à la fois, une relation à la fois. Ce choix n'est pas seulement personnel, il est profondément politique, au sens le plus noble du terme. Car en refusant de confiner sa souffrance dans le silence, l'homme moderne revendique son droit fondamental à une humanité pleine et entière.
Il affirme que sa valeur ne réside pas dans sa capacité à ne rien ressentir, mais dans sa volonté d'embrasser toute la complexité de l'expérience humaine. Napoléon, prisonnier de son époque autant que de Sainte-Hélène, n'a jamais pu concilier grandeur et vulnérabilité. Son tragique isolement final nous montre le prix ultime d'une vie construite sur le déni de ses propres besoins émotionnels. Nous qui vivons 2 siècles après lui, nous avons la possibilité, et peut-être le devoir, de créer un monde où aucun homme n'est à choisir entre être authentique et être respecté. Un monde où la phrase « sois un homme » ne signifie plus « souffre en silence », mais « vis pleinement », avec tout ce que cela implique de joie et de douleur, de force et de vulnérabilité. Si cette vision vous parle, si vous reconnaissez dans votre propre vie cette tension entre ce que vous ressentez vraiment et ce que vous vous permettez d'exprimer, inscrivez-vous à cette chaîne. Dans notre prochaine vidéo, nous explorerons comment transformer cette prise de conscience en actions concrètes, comment créer des espaces de parole authentiques pour vous-même et pour les hommes qui vous entourent. L'histoire de Napoléon, vue sous l'angle de sa solitude finale, nous offre plus qu'une simple étude de cas historiques. Elle nous présente un miroir, brutal, implacable, dans lequel chaque homme peut contempler son propre avenir s'il persiste à suivre le même chemin. Un chemin pavé de silences forcés, d'émotions refoulées, de vulnérabilité niée. Ce miroir nous montre une vérité que notre société s'efforce d'occulter. Le monde ne pardonne pas à ceux qui refusent de porter un masque. Regardons cette vérité en face, sans détour, sans consolation facile. Dans ses derniers jours à Sainte-Hélène, alors que la mort approchait, Napoléon aurait confié à son médecin « J'ai conquis le monde, mais je n'ai pas su conquérir le droit d'être simplement un homme. » Cette phrase, qu'elle soit authentique ou apocryphe, résume l'essence même du piège dans lequel tant d'hommes se retrouvent aujourd'hui encore, prisonniers d'une grandeur qui les sépare de leur propre humanité. La leçon est amère, mais nécessaire. Plus un homme s'élève selon les critères conventionnels du succès, plus il risque de perdre contact avec les dimensions fondamentales de son être. Non pas parce que le succès en lui-même est toxique, mais parce que le chemin pour y parvenir dans notre société exige souvent le sacrifice systématique de l'authenticité émotionnelle. Observez les hommes qui ont réussi autour de vous. Combien d'entre eux peuvent véritablement exprimer leur vulnérabilité sans craindre de voir leur statut diminuer? Combien peuvent admettre leurs doutes, leurs peurs, leurs moments de désespoir, sans que cela soit immédiatement interprété comme un signe de faiblesse? La réponse est douloureusement évidente, très peu. Car notre culture continue de véhiculer le mythe selon lequel la force masculine réside dans l'impassibilité, dans cette capacité surhumaine à traverser les tempêtes sans jamais vaciller. Ce mythe a tué Napoléon aussi sûrement que le cancer qui rongeait son estomac. Il continue de tuer des hommes aujourd'hui, parfois littéralement. Comme en témoignent les statistiques alarmantes sur le suicide masculin, parfois plus insidieusement, en étouffant progressivement leur vitalité émotionnelle jusqu'à ce qu'ils ne soient plus que des simulacres d'eux-mêmes. La grandeur n'est pas mesurée par la gloire, mais par la quantité de silence qu'elle exige. Cette équation terrible gouverne encore largement nos existences. Plus un homme est considéré comme important, puissant ou influent, plus le poids du silence qui lui est imposé devient écrasant. Non pas le silence extérieur, ces hommes sont souvent très visibles, très écoutés sur la scène publique, mais le silence intérieur, cette obligation tacite de taire tout ce qui pourrait révéler leur humanité fragile et imparfaite. Prenons l'exemple de ces dirigeants d'entreprises qui, derrière leur discours optimiste sur les résultats trimestriels, cachent des nuits d'insomnie et des crises d'angoisse, ou ces pères de famille qui projettent l'image de la stabilité et de la force, tout en luttant en secret contre des vagues de désespoir qu'ils n'osent partager avec personne, pas même avec leurs proches. Ce silence n'est pas choisi. Il est imposé par un système de valeurs qui continue de juger la valeur d'un homme à sa capacité à encaisser sans broncher. Un système qui valorise l'endurance au détriment de l'expression, la résilience au détriment de la vulnérabilité. Et, pourtant, la science moderne nous prouve que ce modèle est non seulement psychologiquement destructeur, mais aussi biologiquement insoutenable. Les recherches en neurobiologie
montre que la suppression constante des émotions, en particulier des émotions négatives, provoque une cascade de réactions physiologiques délétères, inflammation chronique, affaiblissement du système immunitaire, augmentation du risque cardiovasculaire. En d'autres termes, le corps finit toujours par payer le prix du silence que l'esprit s'impose. Napoléon en a fait l'expérience tragique. Son corps, autrefois capable de supporter des campagnes militaires épuisantes avec seulement quelques heures de sommeil, s'est effondré à Sainte-Hélène, non pas uniquement à cause des conditions de sa captivité, mais aussi sous le poids de cette tension constante entre l'homme qu'il était et le symbole qu'il devait continuer d'incarner. L'avertissement est clair. Aucun homme, quelle que soit sa force apparente, ne peut indéfiniment nier sa nature fondamentalement vulnérable sans en payer le prix ultime. Mais alors, quelle est l'alternative? Si le chemin de Napoléon, ce refoulement systématique de sa propre humanité au nom de la grandeur, mène à une forme de mort intérieure, quelle autre voie s'offre à l'homme contemporain? La réponse n'est pas dans un retour illusoire à une masculinité traditionnelle idéalisée. Ce modèle, qui préconise la force silencieuse comme idéal masculin, est précisément ce qui a conduit tant d'hommes à cette impasse existentielle. Elle n'est pas non plus dans l'adoption aveugle de nouveaux codes qui, sous couvert de libération émotionnelle, imposant souvent des contraintes tout aussi rigides, simplement différentes dans leur expression. La véritable voie de libération réside dans ce que le philosophe Albert Camus appelait la révolte, non pas contre les autres, mais contre les mythes qui nous emprisonnent, contre les récits collectifs qui nous dépossèdent de notre authenticité. Être vrai est être seul. Mais c'est le seul combat qui vaille la peine. Cette solitude dont parle Camus n'est pas l'isolement que Napoléon a connu à Sainte-Hélène. C'est plutôt la solitude initiale, temporaire mais nécessaire, de celui qui ose remettre en question les vérités collectives pour trouver sa propre voie. Car paradoxalement, c'est souvent en acceptant cette solitude première que l'homme peut accéder à une forme de connexion plus authentique avec les autres. Non plus une connexion fondée sur des rôles sociaux rigides ou des attentes intenables, mais sur le partage honnête de l'expérience humaine dans toute sa complexité. Le témoignage de Paul, 52 ans, illustre cette transformation possible. Cadre supérieur respecté, père de famille considéré comme un roc par son entourage, il a traversé une dépression sévère suite à un burn-out professionnel. Après des mois à tenter de maintenir les apparences, il a finalement choisi de partager ouvertement sa détresse. Les premiers temps ont été terrifiants, raconte-t-il. J'avais l'impression de trahir tous ceux qui comptaient sur ma force. Ma femme, mes enfants, mon équipe au travail. J'étais convaincu que mon aveu de faiblesse allait tout détruire. Mon mariage, ma carrière, le respect de mes enfants. La réalité s'est avérée bien différente. Certes, certaines relations ont changé. Certains collègues se sont éloignés, mal à l'aise, face à cette vulnérabilité nouvelle. Mais d'autres connexions se sont approfondies d'une manière qu'ils n'auraient jamais cru possible. Mon fils aîné, avec qui j'avais toujours eu des rapports distants, m'a confié qu'il luttait lui-même contre l'anxiété depuis des années. Ma femme m'a dit qu'elle se sentait enfin autorisée à être elle-même vulnérable, après des années à se sentir obligée d'être forte, puisque je ne montrais jamais de failles. Des amis que je croyais superficiels se sont révélés d'un soutien inattendu. Cette expérience souligne une vérité fondamentale que Napoléon n'a jamais pu comprendre. La vulnérabilité authentique n'affaiblit pas l'homme, elle le libère. Elle ne diminue pas le respect qu'on lui porte, elle transforme ce respect, le faisant passer d'une admiration distante à une connexion humaine véritable. Bien sûr, cette transformation n'est ni facile ni garantie. Elle exige un courage d'un ordre différent de celui célébré dans nos récits traditionnels de masculinité. Non pas le courage de charger sur un champ de bataille, comme le faisait Napoléon, mais celui, peut-être plus difficile encore, de se présenter au monde sans armure. Le monde ne pardonne pas à celui qui refuse de porter un masque, mais il ne peut rien contre celui qui choisit délibérément de l'ôter. Cette nuance est cruciale, car la différence entre la vulnérabilité subie, celle de Napoléon déchu et isolé, et la vulnérabilité choisie, celle de l'homme qui décide consciemment de se montrer tel qu'il est abyssale. L'une mène à l'effondrement, l'autre à une forme de libération.
Pour l'empereur français, cette révélation est venue trop tard. Prisonnier jusqu'à la fin d'une image qu'il avait lui-même contribué à créer, il est mort sans avoir pu réconcilier les fragments épars de son identité. L'homme, le général, l'empereur, l'exilé. Notre avantage sur lui est double. Nous avons son exemple comme avertissement. Et nous vivons à une époque où, malgré la persistance de nombreux schémas toxiques, de nouveaux espaces s'ouvrent pour une expression plus authentique de la masculinité. Encore faut-il avoir le courage de s'y engager, car ne nous y trompons pas. Choisir l'authenticité dans un monde qui continue largement de valoriser le stoïcisme masculin comporte des risques réels. L'homme qui ose exprimer sa vulnérabilité s'expose à l'incompréhension, parfois au rejet, souvent à une forme subtile mais réelle de dévaluation sociale. C'est précisément ce risque qui donne à ce choix sa dimension éthique profonde. Il ne s'agit pas simplement d'une préférence personnelle pour plus d'authenticité, il s'agit d'une position morale face à un système qui continue de mutiler l'expérience humaine masculine. Albert Camus écrivait « Le seul moyen d'affronter un monde sans liberté est de devenir si absolument libre que votre existence même est un acte de rébellion. » Appliquée à notre sujet, cette phrase prend un sens particulier. Le seul moyen d'affronter un monde qui nie la vulnérabilité masculine est de devenir si absolument vulnérable que votre existence même remet en question ce déni. Cette rébellion, silencieuse mais profonde, est peut-être la forme de courage la plus nécessaire aujourd'hui. Non pas pour nier la force qui reste une valeur importante, mais pour la redéfinir d'une manière qui intègre plutôt qu'exclut notre commune vulnérabilité. La grandeur de Napoléon était indéniable, mais elle s'est construite sur un modèle qui, en définitive, l'a détruit. Sa trajectoire nous invite à imaginer une autre forme de grandeur, non pas celle qui s'élève au-dessus de la condition humaine, mais celle qui l'embrasse pleinement, avec toutes ses contradictions et ses fragilités. Cette grandeur alternative est accessible à chaque homme, quelle que soit sa position sociale ou son influence. Elle ne se mesure pas à l'aune des territoires conquis ou des richesses accumulées, mais à celle du courage avec lequel on ose être pleinement soi-même dans un monde qui préférerait souvent une version plus commode, plus conforme, moins dérangeante de nous-mêmes. La leçon finale que nous offre le destin tragique de Napoléon pourrait donc se résumer ainsi. La véritable conquête n'est pas celle du monde extérieur, mais celle de notre intégrité intérieure. Non, pas la capacité à soumettre les autres à notre volonté, mais celle de rester fidèle à notre vérité propre, même quand le monde semble exiger que nous la sacrifions. Cette conquête-là, Napoléon ne l'a jamais réalisée. Sa grandeur extérieure s'est construite au prix d'un exil intérieur qui, en définitive, s'est avéré plus cruel encore que son exil à Sainte-Hélène. Car on peut s'évader d'une prison de pierre, mais comment s'échapper d'une prison qu'on porte en soi? La question reste ouverte pour chaque homme qui regarde cette vidéo. Continuerez-vous à suivre le modèle napoléonien, sacrifiant votre authenticité émotionnelle sur l'autel d'une grandeur qui, en définitive, vous isole de vous-même et des autres? Ou oserez-vous emprunter cette autre voie, plus incertaine peut-être, mais ultimement plus libératrice? Le choix vous appartient. Mais sachez que ce choix déterminera non seulement la qualité de votre propre existence, mais aussi le monde que nous léguerons aux générations futures d'hommes. Un monde où ils devront continuer à porter en silence des fardeaux trop lourds, ou un monde où ils pourront enfin respirer librement, délivrés du mythe toxique de l'invulnérabilité masculine. Napoléon nous a laissé un avertissement, gravé dans sa chair souffrante et dans les pages mélancoliques de ses mémoires d'exil. À nous de décider si nous l'entendons. Le monde peut sembler ne pas pardonner à ceux qui refusent le masque, mais en réalité, c'est nous qui ne nous pardonnons pas d'être simplement humains, avec toutes les failles et les doutes que cela implique. C'est nous qui avons intériorisé cette exigence impossible de perfection stoïque, cette interdiction tacite de la vulnérabilité. Et c'est donc à nous qu'il revient de briser ce cycle. Un homme à la fois, une conversation à la fois, une émotion exprimée à la fois. Si vous avez déjà ressenti le poids écrasant de ces attentes impossibles, si vous avez déjà étouffé vos larmes ou tué votre détresse pour correspondre à ce que le monde attendait de vous en tant qu'homme, partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage pourrait être la main tendue dont un autre homme a désespérément besoin aujourd'hui. Si la vérité révélée par Napoléon vous a touché au plus profond de votre être,
C'est peut-être le signe que vous aussi vous portez ce silence depuis trop longtemps. Ne restez pas seul avec cette révélation. Laissez un j'aime à cette vidéo pour que d'autres hommes puissent découvrir qu'ils ne sont pas seuls dans leur souffrance silencieuse. Votre simple clic pourrait être le premier pas vers la libération d'un homme qui se croit condamné à porter son fardeau en silence. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune exploration de ces vérités que notre société préfère taire. Chaque semaine, nous dévoilons ensemble les mythes qui emprisonnent l'esprit masculin et explorons les chemins vers une authenticité libératrice. Commentez ci-dessous en partageant une vérité que vous avez dû taire. Quelle souffrance avez-vous endurée seul? Quel masque portez-vous au quotidien? Votre témoignage pourrait devenir le sujet de notre prochaine vidéo et aider des milliers d'autres hommes à briser leurs chaînes invisibles. Partagez cette vidéo avec un homme de votre entourage qui traverse peut-être ce même désert émotionnel. Parfois, un simple message disant « J'ai pensé à toi en regardant ceci » peut ouvrir une porte que vous croyiez à jamais fermée. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, sachez que votre quête d'authenticité est le combat le plus noble qui soit. Contrairement à Napoléon, vous n'avez pas à choisir entre la grandeur et l'humanité. La véritable force réside dans le courage d'être entièrement soi-même.